Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Leader. Ici Max Puccinini et j'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir ne serait-ce que rien autre que le PDG de la Maïf. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Leader. Ici Max Puccinini et j'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir ne serait-ce que rien autre que le PDG de la Maïf. Et aussi auteur, on va parler un petit peu de son livre tout à l'heure, Pascal Demurger. Comment vas-tu, Pascal? Ça va très bien et toi? Très, très bien. Écoute, depuis le temps, tu étais déjà passé dans le podcast, mais ça va aussi être un petit peu différent. Donc là, parlons rapidement. On va parler de Covid, on va parler de défis de la Maïf, on va parler peut-être des défis personnels. Qu'est-ce que le leadership pour toi? Quelles sont les clés, ce genre de choses? Mais avant tout, peut-être rapidement, présente-nous pour les auditeurs. Présente-nous un petit peu ton histoire d'origine, d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a amené à devenir comme ça, par magie, PDG de la Maïf. Pas par magie, par hasard. C'est ça. Par hasard, bah oui, par hasard, tu le sais bien, je venais d'un monde assez différent en réalité, assez traditionnel, ENA, fonction publique, ministère des Finances, Bercy. Ministère des Finances, je ne le savais pas. OK. Ouais, j'étais à Bercy avant d'arriver à la Manif, j'étais à la direction du budget exactement à Bercy. Et puis, je suis arrivé à la Maïf vraiment, effectivement, un peu par hasard. Je connaissais rien au monde de l'assurance et encore moins au monde des mutuelles. Il faut croire que la greffe a prise, puisque ça fait plus de 15 ans maintenant. Ça fait 12 ans que je dirige le groupe. Donc, tu vois, la greffe a prise, effectivement. Incroyable. Ah oui, 12 ans. Et donc, qu'est-ce qui te plaît dans ton métier avant tout? Ce qui me plaît dans mon métier avant tout, je dirais que c'est à la fois impulser le changement, accompagner le corps social dans ce changement, et puis voir les effets incroyables que ça peut produire. Voir que aujourd'hui, la Maïf, il y a 8000 salariés. 8000 Voir la salariés. manière, ouais, et Ouais. voir la manière dont il y a une adhésion extrêmement forte en réalité au projet de l'entreprise, à sa mission, au sens qu'on essaye de lui donner, au récit qu'on construit. Et au-delà même de l'adhésion, ça va même plus loin, il y a une forme de fierté en réalité de bosser à la Maïf. Et ça, c'est génial. C'est génial parce que c'est une aventure collective qui est extraordinaire. C'est vrai que ça va être quelque chose quand même se dire, moi j'ai quoi, une boîte avec, allez, je veux dire 35 collaborateurs à travers le monde. Là, on parle de 8000. C'est une autre expérience. C'est que tu fais un choix stratégique, Effectivement, c'est tu en fais un ça. mauvais, ça a l'impact de 8000 familles directes, dont en plus les clients. En plus. Donc vous avez quoi, de dizaines, des centaines de milliers de clients. Donc c'est On a 3,5 millions de ménages français qui sont assurés chez nous. Ouais. 3 millions et demi. Est-ce que les décisions, tu les prends comme ça au feeling? Comment tu prends comment vous prenez ou tu prends les décisions à la fin? Est-ce que tu as des gens autour de toi? Comment ça mûrit? Est-ce que parfois il faut prendre des décisions rapides? Est-ce que parfois tu as pris des mauvaises décisions ou des bonnes décisions? Comment le processus de décision arrive dans une organisation comme ça qui est quand même, qui ne peut pas se permettre trop de faux pas quand même, hein? En fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est hyper variable. Hmm. Il y a énormément de décisions qui font l'objet d'instructions assez lourdes en amont, de projets qui sont conduits, où on essaye d'objectiver le plus possible les choses et où on décide sur la base vraiment de dossiers extrêmement construits, extrêmement nourris. Et puis, tu as parfois, et généralement, ce ne sont pas les plus mauvaises décisions d'ailleurs, des décisions qui arrivent super vite. Euh, Intuitive? Comment? Intuitive? Il y a parfois des décisions qui sont un peu intuitives. Moi, j'en ai une en tête qui est pas très ancienne, qui a un peu moins d'un an. Mars 2020, début du confinement en France, début de Ouais. 2 mois de confinement. Au bout une grosse dizaine de jours de confinement, voilà, moi je me disais, il faut absolument qu'on fasse quelque chose de fort au bénéfice de nos sociétaires. Et
voilà, il y a des gens qui souffrent, il y a des entreprises qui souffrent, des secteurs économiques entiers qui souffrent. Nous, on a la chance d'aller bien. Et il faut absolument qu'on montre une forme de solidarité en réalité. Hein. Et alors je peux te le dire, c'est pas vraiment public, mais Avec j'ai plaisir. une idée, mais alors vraiment intuitive pour le coup, hein, qui a mûri en une nuit. Euh, où je me suis dit, bon, il est évidemment hors de question de tirer bénéfice de la crise, hein, s'enrichir du fait de la crise, ce serait quelque chose de complètement inenvisageable. On est assureur auto, il y a un confinement, les gens ne peuvent pas sortir chez eux, donc les voitures ne roulent plus, ne circulent plus. S'il n'y a pas de circulation, il n'y a plus d'accidents. Il faut qu'on rembourse les prix motos pendant la période de confinement. Wow. Et ça, je me souviens parfaitement. Hein, je me suis couché le vendredi soir sans avoir formalisé cette idée, réveillé le samedi matin en Donc, ayant clairement en tête cette idée. Samedi fin de matinée, j'ai appelé mes équipes, j'ai organisé un Teams avec mon COMEX. J'aurais dit voilà ce qu'il faut qu'on fasse. On va rembourser les prix moto sur une période. Alors à l'époque, on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Hein, et on s'est dit, bon, les périodes estimées, autant être un peu large. 8 semaines de confinement, c'est exactement ce qui a eu lieu. Et non seulement on va rembourser à nos sociétaires, mais on va leur donner la possibilité eux-mêmes de ne pas empocher de l'argent s'ils le souhaitent et d'en faire don à trois œuvres caritatives qu'on avait identifiées. Et, euh, et écoute, là où c'est extraordinaire, en réalité, ce qui était extraordinaire, c'est la suite, c'est-à-dire aussi bien au sein de mon COMEX. Ensuite, le lendemain, le dimanche, on a mis toutes les équipes opérationnelles en route parce qu'il y avait tout un tas de problèmes à la fois techniques, informatiques, juridiques, fiscaux. ah oui, pour faire un truc pareil, c'est pas juste un investissement important. C'est pas complètement trivial. Donc aussi bien le COMEX, les équipes techniques qui ont bossé dessus à partir du dimanche, puis le mercredi suivant, le mercredi matin, le conseil d'administration auquel j'ai présenté ça, tout le monde a réagi avec un enthousiasme incroyable. Et c'est ça, moi, que j'ai trouvé extraordinaire. Tout le monde était, mais totalement enthousiaste. Et on se parle quand même d'un truc qui nous a coûté 100 millions d'euros. Être enthousiaste de perdre 100 millions. Mais alors, pourquoi l'avoir fait? Parce que c'est intéressant. Donc là, on met des valeurs dedans. Parce que là, c'est pas juste. Là, tu en as parlé d'avoir un rôle de leader il y a un rôle clairement de ramener de l'argent dans une entreprise, clairement. Si l'entreprise n'est pas profitable, c'est compliqué. Mais apparemment, là, tu mets un autre élément dans la balance qui n'est pas juste l'argent. Qu'est-ce que c'est? C'est effectivement un sujet à la fois de valeur. Hein. Je le dis, moi, il me paraissait complètement inimaginable qu'on garde ces primes d'assurance alors qu'il n'y avait plus de sinistre en face. Hein. C'était donc moralement pas correct ou c'était… Ah oui, c'est moralement pas correct, ouais, bien sûr. C'est moralement pas correct. C'est pas notre ADN, c'est pas notre positionnement, c'est pas nos valeurs. Et puis tout ça dans un contexte, ça n'aurait pas été possible si on n'était pas dans un contexte d'entreprise dans lequel l'engagement de l'entreprise, la recherche d'un impact positif, aussi bien sur nos clients, sur l'environnement, sur la société, n'était pas au cœur de notre stratégie. Donc c'était en totale cohérence en réalité avec notre stratégie. Ouais. C'est là ce que tu dis. Donc là, tu parles vraiment il y a une clarté totale, comme tu en parles. Quand je donne des séminaires à des entrepreneurs, j'en parle constamment du why, de la raison d'être, du pourquoi. Et là, ça se voit que c'est très, très clair. Donc, si on devait résumer les valeurs de la Maïf avec lesquelles vraiment l'entreprise entière résonne et la mission de l'entreprise, ou comment vous l'appelez, la mission, la raison d'être, vous l'appelez comment? Alors, on peut dire les deux d'ailleurs. Hein. On a défini une raison d'être et on est devenu entreprise à mission, tu sais, au sens de la loi Pacte. Hein. Donc, c'est un nouveau statut d'entreprise qui est assez exigeant d'ailleurs. Hein. Ça veut dire que tu dois définir dans tes statuts, hein, donc un truc qui est quand même relativement intangible, dans tes statuts, des objectifs d'impact sociaux, sociétaux, environnementaux, etc. Et tu crées dans l'entreprise, d'une part, un comité de suivi de la mission qui est là pour évaluer la réalité en réalité hein, de ce que fait l'entreprise. Pas juste des mots, quoi. Comment? Pas juste des mots, exactement. Et tu te soumets
à l'audit annuel d'un organisme tiers indépendant, hein, donc extérieur à l'entreprise, qui lui aussi va auditer ce que l'entreprise a fait réellement et pour voir si elle a tenu ses engagements. Et tout ça, il y a un rapport qui est public, etc. Donc, tu vois, c'est des engagements quand même assez forts. Comment je résumerais nos valeurs? Bah, il y a une expression qu'on utilise dans notre raison d'être, c'est l'attention sincère portée aux autres et au monde. Hein, et cette idée d'attention sincère, c'est vraiment être attentif au fond aux conséquences de ce que l'on fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans nos métiers, par exemple, on va être hyper attentif aux conséquences environnementales. Et on se rend compte que quand on se fixe cette exigence, on peut modifier considérablement la manière de faire notre métier en réalité, hein, pour avoir l'impact le plus réduit possible. Pareil sur les conséquences sociales. Pareil, attention sincère portée à l'autre, ça va être l'attention portée au client. Et donc, ça va être chercher à délivrer un conseil dans la relation commerciale qui soit un conseil au bénéfice du client, pas au bénéfice de l'entreprise. Donc, c'est quelque chose qui en quelque sorte, c'est instillé dans chaque action de l'entreprise. Exactement. Il y a quelque chose, il y a exactement ça. il y a quelque chose, il y a une intention derrière. Ça veut dire que chez nous, un conseiller, par exemple, des exemples comme ça, j'en ai des dizaines et des centaines. Un conseiller, un jour, peut t'appeler en te disant Max, enfin Monsieur Piccinini, j'ai fait un bilan de vos contrats. Je me suis rendu compte que vous aviez ce vieux contrat qui traînait. Votre situation de famille a changé. C'est pas la peine que vous le gardiez. Vous payez pour rien. Vous devriez le résilier. Tu vois, ce genre de démarche vraiment au bénéfice du client. Attention, pardon. Non, mais donc cette attention sincère qui place en fait avant l'argent, et peut-être potentiellement parce qu'on met cette valeur et cette intention avant et cette mission avant, c'est aussi pour ça qu'à finalement on réussit financièrement. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et le modèle d'entreprise qu'on est en train de construire, c'est exactement celui-là. C'est-à-dire un modèle d'entreprise dans lequel, au fond, l'engagement sert la performance. Tu vois, si on parle des équipes en interne, hein, si on parle du management, on a complètement, depuis 6 ans maintenant, radicalement changé le style de management, la culture interne, les comportements, et avec au cœur comme préoccupation première, finalement, l'épanouissement du collaborateur. Hein, et si tu construis tout ton management, toutes tes politiques RH autour de cette volonté, de cette préoccupation, ça veut dire que tu modifies tout en réalité. Hein. Tu essayes de mettre d'abord du sens, parce que les gens ont besoin de sens, le why hein, dont tu parlais. Tu mets de la confiance, c'est-à-dire tu permets aux gens d'avoir, comment dirais-je, des marges de manœuvre dans leur métier qui soient réelles, de pas simplement leur demander d'exécuter des process, mais vraiment de rechercher les meilleures solutions aux problèmes qui leur sont posés. Là, tu parles de leadership, de prise de responsabilité. Je crois que c'est même une étude qui a été démontrée que les gens souvent même quittent leur travail parce que j'ai l'impression qu'on leur parle comme des robots. Ils ont besoin aussi d'une prise d'initiative. Bien sûr. Et quand les gens sentent que l'entreprise leur accorde sa confiance, hein, leur fait confiance, évidemment que c'est beaucoup plus épanouissant. Et deux, et c'est là que ça rejoint la performance, du coup, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes de manière spontanée. C'est un peu don contre don, tu vois. Et tout ça conduit à un engagement collectif, à une dynamique, une énergie collective qui sont extraordinaires. Donc moi, je crois beaucoup au fait que si on se comporte bien, si on est attentif aux conséquences de ces actes, si on est engagé dans ce que l'on fait, en réalité, on nourrit la performance de l'entreprise. Et tu vois, les 100 millions qu'on a remboursés à nos assurés, d'une certaine manière, c'est pas pour ça qu'on l'a fait. Mais un des effets, une des conséquences, c'est celle-là. Les gens, on a un développement en 2020 qui est extraordinaire parce que ça a attiré énormément de gens, parce que ça a fidélisé nos assurés actuels. Et c'est un modèle qui est gagnant pour tout le monde en réalité. C'est ça. Donc en fait, en étant généreux, ça nous revient, quoi. C'est une bonne. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu nous as parlé, c'est extraordinaire ce que tu dis. Moi, ce qui me fascine, c'est comment tu peux être à la tête d'une entreprise de 8000 personnes
Et moi, j'ai fait un changement de culture. Tu as parlé de changement de culture et beaucoup chez l'entreprise, on se challenge là. C'est comment on transforme une culture dans l'entreprise. Moi, j'ai fait ça, ça m'a mis un bon 6 mois, 8 mois dans mon équipe pour vraiment installer une culture avec des valeurs fortes, etc. Comment on fait ça avec 8000 personnes? Quels sont aussi les défis, les challenges, les difficultés? Comment on s'y prend et comment tu es pris quelles ont été les difficultés, quand tu les as surmontées? La première étape, et j'ai presque dire la première difficulté, c'est de changer soi-même. Waouh. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire ouais. par là? Ça veut dire que moi, quand j'ai pris en 2009, quand j'ai pris la tête de la Maïf, j'étais un patron hyper classique et avec un mode de pilotage de l'entreprise qui était hyper traditionnel. J'étais focalisé sur Tableau de bord, des ouais. KPI très classiques, hein, productivité, efficacité opérationnelle, rentabilité, etc. Et je ne faisais pas particulièrement dans la dentelle. Hein, non, mais soyons clairs. Même pas. Et ça n'est que progressivement que j'ai pris conscience qu'en réalité, on ne pouvait plus fonctionner comme ça. On ne pouvait plus Tu peux plus fonctionner comme fonctionner ça. comme ça. Comment? Qu'est-ce qui est venu pour toi que d'un coup tu dis on ne pouvait plus fonctionner comme ça? Quel a été le déclic? Plein de déclics. Plein de déclics. D'abord, la prise de conscience que, d'une manière générale, il y avait une attente sociale à l'égard de l'entreprise qui était en train de monter et les gens attendent de plus en plus de l'entreprise qu'elle se comporte différemment, qu'elle ait un impact positif sur son environnement, qu'elle passe d'une certaine manière du côté de la solution plutôt que d'être du côté du problème. Il y a vraiment cette attente et on peut pas on peut pas on peut pas être sourd à cette attente. Elle existe chez les clients, elle existe chez les salariés. Tu peux pas recruter ou fidéliser des talents si tu donnes pas ce surplus de sens. Et demain, pour les clients, ce sera exactement la même chose. Donc déjà, il y a ça. Il y a le fait aussi dans le management interne que dans un monde qui est de plus en plus horizontal, à coup de réseaux sociaux, etc., l'entreprise peut pas être le seul lieu de verticalité. Le seul lieu complètement hiérarchique, reposant sur l'autorité, etc. Prise de conscience que quand finalement on obtient ce que l'on donne. Et si on donne des ordres, on obtient une exécution à minima. Si on donne de la confiance, on obtient un investissement beaucoup plus fort et beaucoup plus sincère. Si on donne de l'envie, on obtient de l'engagement. Si on donne du leadership, on obtient une énergie collective extraordinaire. Donc ça a été ça aussi, hein, ces prises de conscience. Et puis ça a été des prises de conscience, j'allais dire, plus personnelles. Hein. Tu le sais, j'ai 3 grands enfants maintenant. Et forcément, tu verras quand le tien grandira. C'est ça. Forcément, on a des échanges avec eux. Et puis tu te rends compte que le monde dans lequel tu évolues, le monde que tu contribues à perpétuer, ça n'est plus le monde dont ils ont envie pour eux. Et qu'il faut changer ça. C'est eux l'avenir, hein, c'est plus moi. Et donc forcément, on se remet énormément en cause et ça interroge. Donc tes enfants t'ont donné des perspectives différentes aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Hein, donc il y a d'abord un changement profond de soi-même. Et je pense que pour conduire dans son entreprise, un changement aussi profond, aussi radical, hein, et aussi durable, il faut forcément être complètement aligné avec ce que l'on ressent soi-même, ce que l'on est soi-même. Hein, et donc, pour moi, c'était la première étape. Hein, de changer. Magnifique. Donc en fait, au lieu de vouloir changer les autres, on commence par soi-même et après, en gros, on rayonne par son exemplarité. En fait. Exactement, exactement. Ah, tu sais, c'est la phrase de Gandhi. Hein, c'est la fameuse phrase de Gandhi, sois toi-même le changement que tu veux voir dans le monde. Il faut d'abord commencer par soi. Et puis après, il faut essayer d'entraîner l'entreprise et c'est pas simple. Hein. Et concrètement, comment tu fais ça? C'est des réunions, vous parlez de vos valeurs. Comment tu t'y es pris concrètement pour vraiment arriver à avoir tout le monde qui est aligné sur. La première étape, ça a d'abord été de changer le management en interne, de changer le style de management en interne. C'est-à-dire, tu passais de quoi à quoi?
On va passer d'une entreprise classique, hein, je dis hiérarchique, avec ouais, et puis le binôme habituel, command and control, quoi. Hein. Je donne des ordres, j'en vérifie l'application et j'en sanctionne le résultat. Hein. Donc, schéma complètement classique, traditionnel, qui est quand même hyper répandu. Passer à autre chose, passer à un management dans lequel, c'est ce que je te disais, dans lequel on accorde d'abord sa confiance. On laisse des marges de manœuvre, on laisse les gens juger eux-mêmes de ce qu'ils ont à faire, de la manière dont ils doivent le faire, parce qu'ils sont généralement les mieux placés pour ça. Donc, on lui donner des ordres en disant, voilà l'objectif, voilà ton rôle, et en gros, c'est à toi de devenir responsable pour que tu y arrives, et je suis en support pour toi. C'est plus ou moins ça. Exactement. Alors, sans oublier en effet d'être en support, hein, parce qu'il ne faut pas non plus se décharger de sa propre responsabilité. C'est une pyramide inversée, quoi. C'est tout à fait ça. C'est ça. Et on est là, tu sais, c'est la notion de servant leader, quoi. Hein. On est là aussi au service de ceux qui bossent pour l'entreprise. Enfin, pour moi, c'est le premier rôle, d'une certaine manière, d'un patron. Hein, à la fois leadership, mais aussi posture de service, d'aide, de soutien à l'égard de ses collaborateurs. J'espère que tout ça en essayant d'instaurer le plus possible dans l'entreprise un climat de bienveillance, un climat d'attention à l'autre, éviter, en tout cas nous, c'est notre choix, d'être dans une culture de la concurrence, de la confrontation, de l'émulation, mais plutôt d'être dans la solidarité, l'entraide et l'attention, et progressivement faire évoluer les comportements dans l'entreprise. Et ça produit des résultats, mais qui sont incroyables. Aussi bien en termes d'engagement. En quelques mois, l'absentéisme a baissé de 25% dans l'entreprise. En termes d'innovation, parce que les gens ont des tas d'idées. Simplement, ils ne les expriment pas parce qu'ils se disent que de toute façon, ils ne seront pas écoutés, qu'on ne leur fait pas confiance, etc. Si tu crées les conditions, au contraire, pour qu'ils les expriment, il y a plein de trucs qui émergent et qui sont souvent super. Des changements incroyables dans la relation client, parce que les gens sont tellement en ligne avec le projet de l'entreprise, avec ses valeurs, avec la manière dont elle fonctionne, qu'ils deviennent des ambassadeurs extraordinaires de la marque. Donc voilà, ça c'était la seconde étape. Hein, et puis, une fois que tu as ce terreau, que tu as une adhésion du corps social sur le projet de l'entreprise, tu peux commencer à rayonner vers tes clients et puis vers le vaste monde. Et essayer comment dirais-je, de transformer tous les métiers du groupe. Hein, et il y a plein de métiers différents en réalité, tous les métiers du groupe, pour que chacun l'exerce en étant très attentif aux conséquences de ses actes, très attentif aux conséquences sur l'environnement, aux conséquences sur la société, etc. Et on finit par produire un truc qui est vraiment sympa et qui en plus, encore une fois, parce qu'on est d'abord, moi je suis d'abord chef d'entreprise, hein, et donc évidemment, en ayant d'abord la responsabilité de la pérennité de l'entreprise, hein, et de ses emplois, et tout ça, ça crée de la performance. En termes de développement et même en termes de résultats, tout simplement. Écoute, merci. J'ai quelques petites questions. Après, on va parler de ton livre parce que vraiment, tu me parles de ton livre. Donc, tu parles justement tu as dit 2020, en fait, c'est très bien passé. Donc, on parle quand même d'une grosse crise, la plus grande crise économique de plus de 150 ans. Ouais. Comment vous avez navigué avec la Maïf? Est-ce que ça a été, est-ce que c'était chamboulé? Est-ce que c'était une catastrophe? Raconte-nous un petit peu quels ont été les choix stratégiques pour naviguer face à cette crise. Déjà, avant les choix stratégiques, de manière très concrète, tu as des choix opérationnels du jour au lendemain. Le 17 mars, on annonce un confinement. Ça veut dire que le 17 mars au soir, tout le monde doit être en télétravail. Boum, 8000 personnes. Sympa. C'est ça. Sympa, les gars. Exactement. Et c'est pas complètement trivial. Hein. Et les équipes ont été extraordinaires. On a des gens qui ont fait des choses incroyables.
y compris, tout le monde n'était pas équipé de PC portable, par exemple, tout simplement, parce que les gens au bureau bossent Sur l'ordinateur, ils ont leur téléphone à la maison, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, il a fallu équiper plus de 4000 personnes en un record, en un temps absolument record, et puis organiser le travail à distance pour les 8000 salariés. Le lendemain matin, il n'y avait plus personne sur les sites de la Maïf. Donc, Ça a dû faire bizarre quand même. Hein. ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Et ces moments sont en même temps, alors c'est évidemment, ce sont des moments difficiles, compliqués, mais ce sont, j'allais presque dire, des moments de grâce parce que tout le monde s'y met de manière presque magique. Là où d'habitude, tu sais, tu as des process qui sont lourds, tu as des décisions qui sont longues à prendre, etc. Là, en réalité, tout le monde y met du sien et tout devient assez simple finalement et hyper rapide. Et ça s'est vraiment fait de manière incroyablement rapide. Wow. Et franchement, sur notre plan de marche prévu dans la feuille de route annuelle, on a quasiment tout fait comme si rien ne s'était passé. Donc ça, c'était vraiment assez chouette. Chapeau bas. Et puis après les résultats de l'année, ils sont à la fois très bons et très mauvais. Très bons en termes d'image, en termes de développement, parce que les mesures qu'on a prises, notamment ce remboursement des prix moto, on a aussi gelé les tarifs sur 2021, on a pris un certain nombre de décisions de solidarité qui font que l'image est hyper positive et on a accueilli plein de clients, donc super développement. En revanche, évidemment, tout ça a coûté une fortune. et donc, on a des résultats financiers qui sont carrément pas bons, quoi. On a divisé notre résultat par quasiment 4. Vous finissez quand même avec un résultat positif, quand même. On finit avec un résultat positif. Là où on était à 130 millions l'année précédente, on va finir à 35 millions à peu près. Mais donc, vous finissez quand même dans le vert, donc ça, c'est plutôt sympa. Oui, on est quand même dans le vert, ce qui effectivement n'est pas si fréquent. Et par ailleurs, le fait d'être à 35 millions pour ces raisons-là, et pas pour des raisons structurelles, c'est pas vraiment un sujet. Enfin, tu vois, c'est pas une inquiétude. C'est ça, parce que ça va revenir et ça va revenir même plus fort. Ça va revenir. C'est pas. Moi, je préfère dans le futur, ouais. Ah ouais, moi je préfère qu'on ressorte avec une image hyper positive, avec un développement plus, et avec un corps social qui est à fond et qui est fier. Et tant pis si les résultats financiers ponctuellement n'ont pas été. C'est ça. C'est pas très grave. Tu as regardé le long terme, tu ne regardes pas juste le court terme. Exactement. Et puis on a pris pas mal de mesures aussi en interne de protection de nos salariés en réalité. Alors protection physique évidemment avec le télétravail, protection financière aussi. On avait, pendant le premier confinement, il y avait quand même en moyenne à peu près 2000 salariés qui pouvaient pas bosser pour plein de raisons, soit parce qu'ils avaient leurs enfants à garder, soit parce qu'ils étaient dans une zone blanche et ils ne recevaient pas Internet et donc c'est impossible de bosser dans ces conditions, soit parce qu'ils avaient des métiers qui ne s'y prêtaient pas. Par exemple, des conseillers, ce qu'on appelle les conseillers face à face, qui travaillent en agence, qui reçoivent du public, évidemment, à distance, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Donc, il y avait quand même 2000 personnes qui étaient en dispense d'activité. On leur a garanti un salaire complet, à l'euro près pendant toute la période, sans recourir d'ailleurs au dispositif de chômage partiel, parce que moi, je considérais que, tu sais, on pouvait se faire rembourser par pourquoi tu pas comme ça du salaire. Parce que je considérais que ce dispositif exceptionnel, il était destiné à des entreprises qui souffraient beaucoup plus que nous. Et que voilà, ça aurait été presque un peu anormal ou abusif de demander ce. Ouais. Très intéressant comment tu pilotes l'entreprise. Je vois que tu pilotes beaucoup valeurs humaines, morales. C'est rare. C'est rare. Écoute, je ne sais pas si c'est rare, mais moi, j'encourage tout le monde à le faire parce que d'abord, alors ça permet d'être complètement aligné. Et c'est quand même. Miroir, bien sûr. Et puis, encore une fois, c'est en réalité, sur le moyen terme, c'est tellement efficace. Tu n'obtiens pas une adhésion comme ça du corps social, tu n'obtiens pas une valorisation de la marque comme ça sans piloter par les valeurs. Ouais, c'est ça. Piloter avec des valeurs, penser long terme. J'adore ce que j'entends.
exactement. Écoute, on va parler de ton livre. Allez, c'est une question ici. Quelles seraient, d'après toi, les trois qualités majeures d'un leader? Donc, tu nous en as donné quelques-unes, mais c'est quoi pour toi les trois qualités majeures? Waouh! Euh, écoute, moi, la première, je dirais la sincérité, pour rester un peu dans la suite de tout ce qu'on vient de se dire. Je dirais la sincérité. Tu vois, tout ce dont on a parlé sur l'engagement, sur les valeurs, sur l'éthique, etc. euh, tout ça, ça ne marche évidemment pas s'il n'y a pas une vraie sincérité derrière. Hein. C'est que les gens sentent, tu veux dire, si... Exactement. Mhm. Exactement. Tu parlais de leadership tout à l'heure. Tu ne peux pas avoir du leadership si tu n'es pas sincère. Parce Mhm. qu'immédiatement, ça se voit, immédiatement, ça se sent et personne ne te suit. C'est ça. On ne va pas suivre quelqu'un qu'on ne sent pas Pas profondément confiance. sincère. Ouais, exactement. Hein, Quelle serait donc, la deuxième qualité? peut-être une forme de générosité. Mhm. Tu disais tout à l'heure, on reçoit un peu l'équivalent de ce que l'on donne, hein, mais il faut donner d'abord. Et je pense que pour recevoir beaucoup, il faut donner beaucoup. Donc je crois il faut une forme de générosité quand on dirige une entreprise. Et D'accord. encore une fois, il faut évidemment pas le faire pour ça, mais à la fin du jour, en réalité, on a un retour Ça. sur cette générosité. Euh, et puis la troisième, euh, je crois qu'il faut une forme de courage. Hein, il faut du Mhm. courage quand on dirige une entreprise. Il faut Et le courage qu'est-ce de que... prendre des décisions contre-intuitives parfois. Prendre la décision de rembourser 100 millions d'euros à ses clients, il faut une forme de C'est vrai courage. qu'il va avoir du courage. OK, on va faire un choc à 100 millions. C'est ça. C'est ça. Euh, il, faut, il faut du courage dans la sincérité. Hein. Il faut du courage pour avoir l'audace, hein, d'une certaine manière, d'aller au bout de ses convictions, au bout de ses croyances. Il faut du courage dans le management, y compris parfois pour dire des choses un peu plus dures ou un peu plus désagréables, hein, parce qu'il n'y a pas que des caresses sur les joues non plus. Ouais, je dirais le courage comme troisième qualité. Génial, écoute, un grand merci pour cela. Écoute, l'entreprise du 21e siècle sera politique ou ne sera plus. Ton premier livre, Mon premier livre, absolument. Mon ton seul premier livre pour livre. l'instant. Comment? Mon seul livre pour l'instant. Ton seul livre. Ah bah écoute, c'est merveilleux. Je suis très heureux que tu me rejoignes parmi les auteurs et je sais que tu vas devenir un best-seller rapidement si c'est déjà pas le cas. Et écoute, dis-nous, qu'est-ce qui t'a amené à te dire, je vais écrire l'entreprise du 20e siècle sera politique ou ne sera plus? Qu'est-ce que tu entends par politique ou par politique? Parce que moi, je me dis, j'entends politique, je ne veux pas faire la politique. Tu parles un petit peu de qu'est-ce qui t'a amené à faire cela et qu'est-ce que veut dire vraiment le titre? Alors, ce que veut dire le titre, l'entreprise sera politique ou ne sera plus, c'est-à-dire que effectivement, l'entreprise ne peut plus, au XXIe siècle, être seulement, j'allais dire, tournée sur elle-même. On attend de l'entreprise plus que ça. Hein, Diriger vers les autres. exactement, dirigée vers les autres, dirigée vers le monde. On Mm. attend de l'entreprise qu'elle contribue, je crois, à la résolution d'un certain nombre de grands problèmes de nos sociétés, hein, l'environnement bien sûr, des problèmes sociaux également, etc. Je pense que cette attente, elle est de plus en plus forte, elle est en train de monter, et je pense que quand on dirige une entreprise, ne pas entendre cette attente, c'est prendre un vrai risque stratégique, un vrai risque pour la pérennité de son entreprise. Hein. Donc je pense que l'entreprise du 21e siècle, c'est celle qui aura compris que, au-delà de ses propres objectifs à elle, de développement, de rentabilité, de pérennité, elle doit avoir aussi des objectifs à l'égard des autres finalement, hein, de la société, de ses clients, de ses collaborateurs, et puis du vaste monde. Hein. Pour moi, c'est ça l'entreprise politique. Donc politique au sens de impact sur la société finalement. Hein. Et je crois vraiment que cette voie, c'est une voie stratégique à la fois pour l'entreprise. Encore une fois, ignorer ça, c'est vraiment prendre un risque parce que c'est ignorer une vraie attente sociale. Pour toi, c'est pas une Mais c'est option, une voie. c'est un must, c'est une obligation en quelque sorte. Je Sinon, pense que c'est un must. Je pense que ça va devenir une obligation, hein, clairement. Et je pense que c'est une voie, j'allais presque dire pour le capitalisme européen. C'est une voie pour l'Europe. Face à un capitalisme américain et un capitalisme chinois qui nous font une concurrence à laquelle on a quand même de plus en plus de mal à résister,
Je pense qu'il y a une voie pour un capitalisme un peu différent, un capitalisme plus éthique, plus conscient de ses responsabilités. Et je pense que ça peut être un modèle spécifiquement européen et sur lequel on peut prendre une forme de leadership. Très, très, très intéressant. C'est un peu ça, ce livre. Et donc, on peut le trouver. Donc, c'est les éditions. Alors, ce sont les éditions de l'Aube. Tiens, je l'ai là, je vais vous montrer à la caméra. Ah, bah, génial. Voilà. Là, l'écrit en rouge, comme ça, on le voit très bien. Okay, et préface par Nicolas Hulot, carrément. Par Nicolas Hulot, carrément. Ça, c'est intéressant. Pourquoi préface de Nicolas Hulot, ouais, il m'a fait la gentillesse de rédiger la préface. C'était très sympa. Du hockey à ses valeurs aussi, à ses valeurs sur l'environnement. Ah bah, complètement. D'ailleurs, il m'a dit, Pascal, moi, je veux bien rédiger la préface, mais uniquement si je me retrouve complètement dans le contenu du livre. Hein. C'était la condition sine qua non. Ça, c'est top. Donc, si vous êtes un chef d'entreprise, entrepreneur, allez acheter ce livre. Moi, je vais l'acheter immédiatement. Donc, édition de l'Aube, on peut le retrouver apparemment à la Fnac, sur Amazon. Bref, on peut le trouver un petit peu partout dans les librairies. On le trouve partout. On le trouve partout. Et là, tu pourrais nous donner un élément, ça peut être une anecdote, une histoire ou quelque chose, une clé que tu donnes dans ce livre, peut-être qui donnera encore plus envie de se le procurer. Alors, écoute, il y a beaucoup. Je crois qu'il y a beaucoup de clés. Des histoires, des anecdotes. Une histoire, une anecdote. Écoute, je sais pas. Moi, il y a une anecdote que j'aime beaucoup. Allez, peut-être deux même pour un petit bonus. Il y a évidemment dans le livre, pas seulement, hein, mais il y a pas mal de choses sur le management, hein, sur le leadership, sur tout ce dont on parlait. Une anecdote, moi, quand je suis arrivé, je te l'ai dit, hein, j'ai commencé à diriger cette entreprise de manière classique. Y compris en faisant des trucs un peu durs. Hein. J'ai dénoncé les accords sociaux, etc. Et il y a une conséquence presque immédiate qui est arrivée, c'est que je me suis pris un droit d'alerte par le comité d'entreprise. Droit d'alerte par le comité d'entreprise, c'est assez violent. Hein. C'est une procédure de remise en cause du dirigeant, en réalité. Hein. Carrément, c'est ça que ça veut dire. Carrément, ouais. En gros, on veut que tu dégages gentiment, quoi. C'est ça. C'est exactement ça, ouais. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, autant te dire que les relations étaient un peu tendues, hein, dans l'entreprise. Et le secrétaire du comité d'entreprise de l'époque, c'était le patron d'un syndicat qui n'est pas réputé pour être particulièrement, comment dirais-je, réformiste, hein, mais qui est plutôt révolutionnaire, assez dur. Et bien des années plus tard, il y a à peu près 2 ans, il est venu me voir, donc le même, hein, qui était vraiment en confrontation violente avec moi. Il est venu me voir il y a 2 ans, et il m'a dit, écoutez, monsieur Desburger, on a pas mal discuté au sein de la cellule avec mes collègues, et on est arrivé aux conclusions suivantes. D'abord, on pense que vous êtes sincère dans votre démarche. Deuxièmement, on pense que ce que vous impulsez pour l'entreprise, ça va dans le bon sens. Et du coup, comme on essaye d'être logique, si vous êtes sincère et si ça va dans le bon sens, eh ben nous, on est prêt à vous aider dans ce que vous faites. On est prêt à vous donner un coup de main. Et il a rajouté cette phrase extraordinaire de lucidité et de hauteur de vue, je trouve. Il m'a dit, et je sais parfaitement que si vous arrivez au bout, et je souhaite que vous arriviez au bout, moi, je ne sers plus à rien demain. Ce qui est quand même assez incroyable. Donc voilà, une anecdote qui montre que on peut changer les choses, vraiment. Ah, c'est extraordinaire. Je trouve que c'est… Donc, si vous nous écoutez, allez vous procurer dès maintenant. L'entreprise du 21e siècle sera politique ou ne sera plus. Moi, je suis sûr que je vais apprendre et je vais dévorer ça Tu ne nous as pas fait un pavé de 500 pages Non, je te rassure, ça se lit facilement. Super, je me réjouis. Il n'y a pas que des KPI partout, ça se lit, tout le monde peut le lire, c'est agréable à lire. Exactement, c'est très facile à lire. Mais écoute, c'est génial. Écoute, un grand merci à toi, Pascal, pour ton temps. Je sais que tu as plein de rendez-vous, tu es très occupé. Merci pour ces clés. Si vous avez aimé l'épisode de ce podcast, notez-le, abonnez-vous et soyez certain de vous procurer dès maintenant le livre de Pascal Demurger, L'entreprise du 20e siècle sera politique ou ne sera plus. Un grand merci encore, Pascal. Merci à toi, Max. Et à très bientôt. À très bientôt. Procurez-vous mon livre Réussite Maximum. Je vais vous dire une chose, ça va changer votre vie. Vous allez faire un des meilleurs investissements de votre vie. Tous les bénéfices de mon livre sont versés à but caritatif. Ça a impacté la vie de dizaines de milliers de personnes. Cliquez sur le lien maintenant. Réservez mon livre Réussite Maximum maintenant.